apparemment vous êtes sûr de vous. Non, la fonction locale, elle est indispensable dans cet exercice. Madame, Oui, je pense qu'on a fait que l'exercice 1 et 2, d'après ce que je me souviens. non, non, non. Le 1, vous l'avez fait avec moi. Et d'après Madame Amrous, elle a fait le 2 et le 3 hier. Enfin, hier, avant-hier, mardi. Est-ce que vous avez fait le 3 avec Madame Amrous? Là, je me souviens pas du 3. Parce elle m'a confirmé ça. Vous avez fait le 2 ou le 3? C'est pas le même 3, C'est pas hein? le même exo. Ah, comment ça, c'est pas le même exo? Elle a utilisé une vieille série. Bon, Mais c'était le même Exo 2, mais je crois que c'était pas le même Exo 3. on fait l'exo 3, ça fait rien, ça ne peut être que bénéfique. C'est pour ça que je préfère toujours vérifier. Allez, je sais pas, elle a dû mélanger entre les séries. C'est pas méchant, c'est pas méchant. Donc, elle a fait un exercice en dehors de la série. C'est un plus pour vous. Donc, on fait tout de suite le 3 et le 4. Allons-y, suivez avec moi. Alors, l'exercice 3, qu'est-ce qu'il dit? Il dit tout simplement S reçoit somme de condition 1, expression 1, condition 2, expression 2, jusqu'à condition 1, expression 1. Et là, on vous dit que la variable S reçoit la somme de toutes les expressions dont les conditions sont vérifiées. En d'autres termes, quoi? Cette somme, c'est une somme, mais ce n'est pas une somme classique où tu fais ça, telle, plus telle chose, plus telle chose. Là, c'est une somme où les expressions sont ajoutées à la somme si la condition correspondante est vérifiée. Et donc là, première des choses, c'est que je dois faire une affectation. En fait, je dois faire une addition entre quelque chose et la nouvelle expression. Et donc, dès qu'il est question de faire une addition, une soustraction, une multiplication, une division, un mode, n'importe quoi, il faut vérifier la compatibilité de type. Par exemple, c'est-à-dire je ne peux pas, là vous avez le recul, vous êtes en 3e année et vous savez que on ne peut pas additionner tous les types entre eux. Il y a des types que je peux additionner entre eux, d'accord? Vous avez certaines facilités avec le PHP, par exemple le PHP, il peut faire un entier plus une chaîne de caractères. On le verra sur le S2. Enfin, on ne le verra pas puisque vous ne serez pas avec moi sur le S2, mais vous le verrez. Moi, je serai sur l'autre section. Donc, avec le PHP, vous allez voir qu'on peut faire un plus entre un entier ou un réel et une chaîne de caractères. Ça, c'est une particularité. Mais sinon, dans les langages en général, on ne peut pas faire n'importe quoi avec n'importe quoi. Et du coup, il faut vérifier avant de faire une addition, avant de faire une affectation, il faut toujours vérifier la compatibilité de type. Je n'ai pas dit l'égalité de type, j'ai dit la compatibilité. Et donc, je vais faire appel à une fonction à qui je donne de type et elle doit me vérifier la compatibilité. Et cette fonction, c'est le développeur du compilateur qui va l'implémenter. Et c'est à ce niveau-là qu'il va dire que tel type est compatible avec tel type. Par exemple, celui qui a développé le compilateur du PHP, il a dit le type entier est compatible avec le type chaîne de caractères. Et quand je reçois un entier plus une chaîne de caractères, voilà donc un switch à l'intérieur. Switch, j'ai ça et ça, et voilà, je fais ça. Si c'est ça, je fais ça. Si c'est ça, je fais ça. Voilà, donc nous, on ne va pas rentrer dans ce détail parce que la compatibilité est définie selon les choix et les goûts du concepteur du compilateur. Nous, on va faire juste appel à la fonction compatible. Du coup, à chaque fois que vous avez une opération à faire, vous êtes obligé de vérifier la compatibilité de type. Autrement, c'est incomplet, d'une part. Donc, si le type est compatible, vous pouvez faire le nécessaire. Si le type n'est pas compatible, vous devez générer une erreur sémantique et vous afficher un message correspondant, d'une part. La même chose pour l'affectation. Je ne peux pas affecter n'importe quoi à n'importe quoi. Je dois vérifier la compatibilité de type avant d'affecter. Je n'ai pas dit l'égalité de type, j'ai dit la compatibilité de type. Autre chose, à chaque fois que je rencontre une variable, là par exemple, on voit bien dans cet exercice que S reçoit quelque chose. Expression n'est pas une variable, c'est une expression qui est constituée de variables. Donc, mais le S, on voit bien que c'est une variable. À chaque fois que je rencontre une variable, il doit y avoir une routine sémantique juste après.
Cette routine sémantique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va me récupérer le type de cette variable. Déjà, elle va vérifier si cette variable a été déclarée. Et donc, on fait appel à la fonction lookup. C'est quoi la fonction lookup? Bon, si vous voulez, en commun accord avec tous les gens qui enseignent la compilation, pas seulement en Algérie, c'est-à-dire dans les livres de compilation, les gens se sont mis d'accord sur le fait de faire appel à la fonction lookup. On l'appelle comme ça, mais après toi, quand tu vas implémenter, tu peux l'appeler comme tu veux, tu es libre. Alors, lookup, c'est une fonction c'est une fonction booléenne à laquelle je donne un nom de variable. Et donc, elle va faire la recherche de cette variable dans la table des symboles. La table des symboles, c'est un peu vous pouvez appeler la table des symboles, ou dans certains livres, on l'appelle le dictionnaire. Et donc, elle va faire une recherche. Nous, on sait que l'analyse lexicale a inséré toutes les entités lexicales dans la table des symboles. Ça veut dire que c'est sûr que vous allez trouver cette variable dans la table des symboles. Mais ce n'est pas sûr que cette variable a été déclarée. Donc, quand vous faites un lookup, vous vous adressez, vous donnez le nom de la variable à la table des symboles. La table des symboles, elle va rechercher cette variable et on sait que dans la table des symboles, pour les variables, pour les IDF, il y a une colonne qui s'appelle type sémantique. Et donc, elle va voir le champ type. Si le champ type est vide, ça veut dire que cette variable a été utilisée, mais n'a jamais été déclarée. Mais si, et donc dans ce cas, je dois générer une erreur. C'est une erreur sémantique. Et donc, je dois afficher un message d'erreur en disant que variable non déclarée, tout simplement. Sinon, dans le cas contraire, je dois faire le nécessaire pour faire la somme, etc., etc., etc. Donc, vous voyez qu'il y a du travail dans cet exercice. C'est un exercice assez riche, d'accord? Et donc là, le but, c'est que la variable S reçoit la somme de toutes les expressions dont les conditions sont vraies. Donc, il y a la vérification, il y a vérifier si S a été déclaré, récupérer le type, vérifier chacune des conditions. Si la condition est vraie, je dois ajouter le résultat de l'expression. Je dois générer les quadruplés de l'expression. Une expression, elle n'a pas un résultat. Je n'ai pas dit valeur ou variable. Là, j'ai dit expression. Ça veut dire que je dois faire appel au quadruplé. Je dois exécuter les quadruplés de l'expression de manière à ce qu'il y ait le résultat, à ce que le résultat soit mis dans un temporaire. Et par la suite, je dois vérifier avant d'ajouter ce temporaire à la somme, l'histoire de S reçoit S plus temporaire. C'est comme ça que je fais une somme. S reçoit S plus quelque chose. Avant de faire ce S reçoit S plus quelque chose, je dois vérifier la compatibilité de type entre le résultat du temporaire et le type de la somme pour que je puisse sommer entre les deux, et ainsi de suite. Voilà donc l'exercice. Ce qu'il a de particulier, c'est cette gestion de type. D'accord? Dans cet exercice, dans les deux exercices, dans les deux, le 3 et le 4, il y a la gestion de type que l'étudiant doit savoir faire. Voilà, donc on commence. Je vais partager avec vous Donc, je vais partager le fichier 3, l'exo 3. Madame, Oui. on définit ces fonctions-là au niveau des routines. On fait appel, on utilise ces fonctions-là, on ne va pas les définir. On va pas les définir. On va supposer, oui. Pardon? On suppose que ces fonctions sont prédéfinies et on travaille avec. D'accord, madame, merci. Maintenant, vous, dans votre développement, bien sûr que vous allez les définir autant que fonctions indépendantes, parce qu'il y aura plusieurs routines qui vont faire appel à ces fonctions-là, à cette fonction, précisément la fonction lookup. Donc, la fonction lookup, il faut la mettre de manière à ce qu'elle soit une fonction prédéfinie où tout le monde pourra l'utiliser. Ou bien comme une fonction définie, l'essentiel dans le même fichier, ou là, dans un fichier à part, un point H, une librairie, ou là, c'est comme vous voulez. D'accord? De manière à ce qu'elle puisse être utilisée par plusieurs routines. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'il y aura une routine qui vient après un IDF, elle va faire appel à ça. Que la routine soit dans une instruction for, dans un while, dans n'importe quoi, il y aura toujours un appel à ce lookup. Alors, il faut le corriger. Alors,
Alors, par contre, je ne retrouve pas le corrigé de l'exercice 3 de la signifie. Comme Madame Ambrose m'a dit que c'était fait, et l'année passée, je l'ai fait en présentiel, cet exercice. Donc là, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Ce qu'on va faire, laissez-moi un peu de temps. Je vais me déconnecter. Laissez-moi une dizaine de minutes. Soit vous voulez qu'on le travaille ensemble. On va le construire ensemble. Soit vous me laissez un peu de temps, je le travaille, je fais la saisie et je vous l'affiche. Qu'est-ce que vous préférez? Madame, je pense on va vous laisser un peu de temps. Vous me laissez un peu de temps? Oui. Ok, ok. Si c'est tout le monde qui est d'accord, laissez-moi une dizaine de minutes, le temps de faire la frappe. Ah, parce que pour moi, c'était fait. Allez, à tout de suite. Allez, donc l'exercice, qu'est-ce qu'il dit? Suivez. Vous êtes là? Le partage, madame. Le partage. Voilà. Donc, l'exercice, dans l'exercice, il était question, donc vous avez S reçoit, somme, vous avez la série, donc vous regardez sur votre écran l'exercice 3 de la dernière série. Donc, l'instruction, c'était S reçoit, somme, et entre crochets, vous avez une liste de conditions, expression. Donc, condition 1, expression 1, condition 2, expression 2, jusqu'à condition n, expression n. Voilà, c'était ça. Donc, puisque c'est une traduction dirigée par la syntaxe, la première chose à faire, c'est de construire la grammaire syntaxique. Ça, c'est inévitable. On doit toujours commencer par construire la grammaire syntaxique. Donc, la grammaire syntaxique, dans ce cas, c'est quoi? Donc, j'ai appelé mon axiome instruction somme, me donne S reçoit somme liste entre parenthèses, entre crochets. D'accord? On vous a donné des crochets et on vous a mis une liste
entre les crochets. Maintenant, donc, est somme, c'est mon action. Ce S, c'est la somme elle-même. Elle s'appelle S dans l'exercice. Donc, quand j'ai repris le même nom de l'identificateur, il y avait le mot-clé somme. Donc, et à l'intérieur, j'avais remarqué qu'il y avait une certaine répétition de tuples composés de conditions, expressions, etc. Donc, je dois appeler tout ça. Ça doit être un nouveau nom terminal qui s'appelle liste. Ce nouveau nom terminal liste, qu'est-ce qu'il peut me donner? Il peut me donner le tuple condition, virgule, expression, point, virgule. Entre condition et expression, qu'est-ce qu'il y avait? C'est-à-dire entre chaque couple de conditions et expression. Est-ce qu'il y avait virgule ou point, virgule? Regardez votre série. Il y avait des virgules ou des points-virgules dans la série? Regardez votre série. C'est-à-dire? Des points-virgules, madame. Il y avait des points-virgules. D'accord. Donc, j'ai repris. Voilà. Il y avait des points-virgules. Donc, là, c'est pour ça que j'ai mis point-virgule. S'il y avait autre chose, deux points ou n'importe quoi, j'aurais mis ça. C'est juste pour dire que le couple condition-expression se termine par un point-virgule suivi de liste. Slash compte expression. Donc, vous avez compris la grammaire syntaxique. Maintenant, ma question. Cette compte expression, ce couple condition-expression, est-ce que c'est le premier ou c'est le dernier couple de la liste de conditions expression? Ça, c'est le premier ou c'est le dernier? Le dernier. Ça va être le dernier. Parce que quand je pars de l'axiome ici, l'axiome liste, c'est la liste, c'est l'axiome de tous ces couples-là. Donc, liste, ça va me générer ça, point virgule, la suite. Ensuite, ce liste, il va me donner un autre comme ça, point virgule, une liste, etc., etc. À un moment, il devra connaître les comptes exprès. Voilà, à un moment donné, ce nom terminal liste, il me donnera ça pour s'arrêter. Et donc, celui-là, ça va être le dernier. Et donc, ne perdez pas de vue que ça, c'est le dernier. Pourquoi? Parce que le traitement de tous les autres, du point de vue routine sémantique, j'aurai des routines sémantiques pour tous les couples conditions-expression qui font un certain travail qui va se répéter. Et le dernier couple condition-expression sera suivi d'une routine sémantique qui ne fera pas la même chose. Du coup, donc là, rappelez-vous que quand je dois faire le travail pour tout le monde, à part le dernier qui aura besoin d'un traitement particulier, cette grammaire, cette règle de la grammaire syntaxique, elle est correcte. Maintenant, je vais vous poser une question. Si j'avais besoin d'un traitement particulier pour le premier couple condition-expression, comment j'aurais construit ma grammaire? Je repose la question. On aurait inversé. On aurait Condition inversé à ce expression et niveau-là. Parce que si j'inverse à ce niveau-là, si je fais liste, me donne liste, point virgule, compte expression. Liste me donne liste, point virgule, compte expression. Ensuite, liste me donne liste, point virgule, compte expression. Bon, je vais partager un tableau, je vais vous expliquer. Alors,
Regardez. Regardez. Là. Donc, supposons que j'avais... Bon. On voit rien, madame. J'ai partagé. On suit le lien. On a fait une demande d'accès pour le fichier. Dans le chat. Est-ce que ça, c'est partagé? Est-ce que là, c'est partagé? Vous voyez le tableau? Est-ce que vous voyez le tableau? Oui, maintenant c'est bon. Oui. D'accord. Donc, regardez bien la grammaire. Elle est là, la grammaire. Elle est où? Bon, c'est pas ça. Regardez bien la grammaire. Alors, regardez, vous avez ça. Vous avez le nom terminaliste. Si je travaille avec cette logique, si le non terminaliste me donne le tuple ou le couple, condition, virgule, expression, il faut faire très attention à ça. Si le non terminaliste me donne le tuple, condition, virgule, expression, suivi du point virgule, suivi d'une liste, du même non terminaliste. Et ensuite, ce liste-là me donne condition, virgule, expression. Ensuite, un point virgule ici. Et ensuite, un autre non terminal liste à ce niveau-là. Et je continue, je continue. À un moment donné, ce non terminal liste, celui-là, il va me donner une condition avec une expression. Et donc là, vous voyez bien que celui-là, c'était le premier. Celui-là, c'était le deuxième. Donc, tout cela, c'est les intermédiaires. Et ce non-terminaliste qui me donnera LE, c'est avec ça que je vais m'arrêter. Donc, si je regarde bien ma grammaire, là, liste me donne condition, virgule, expression, point, virgule, liste, et je m'arrêterai avec ça. Celui-là, c'est le dernier. Donc, pourquoi j'ai choisi de faire, pourquoi j'ai opté pour cet ordre? J'ai opté pour cet ordre pour que ce tuple condition expression soit à part, et celui-là, c'est le dernier. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de déclencher une routine à ce niveau-là qui n'est pas la même que toutes ces routines. Donc, quand j'ai besoin d'une routine particulière qui fait un traitement particulier pour les derniers, je travaille selon cette logique pour avoir la dernière à ce niveau-là, je pourrais lui associer une routine. Quand j'ai besoin d'une routine particulière pour faire le travail au début,
je dois faire l'inverse. Parce que regardez, si je fais l'inverse à ce niveau-là, ici, je vais effacer. J'efface le 4. Regardez, si j'avais inversé, si mon non terminal liste, il était de cette forme-là. Il était de la forme liste, point virgule, le tuple, plutôt parenthèse, condition, virgule, expression. Et là, regardez, ce non terminal L, il va me donner encore L. Il va me donner un point virgule à ce niveau-là. Et il va me donner un tuple condition, virgule, expression, etc., etc. Ici. À un moment donné, celui-là, il va s'arrêter en me donnant le couple condition, virgule, expression. D'accord? Donc, dans ce cas-là, je vois bien que le LE, ce LE, c'est le premier, ce n'est pas le dernier. Et donc, pour avoir le premier à part, il faut que je fasse L, me donne L point virgule CE. Donc, c'est pour ça que là, j'ai dit, liste me donne condition expression point virgule liste slash condition expression. Cette grammaire, elle me permet de générer une liste de tuples condition expression et celle-là correspondra au dernier tuple. Si j'inverse ces deux, c'est-à-dire si je mets liste me donne liste point virgule condition expression, celui-là, ça ne sera pas le dernier, ça sera le premier. Là, on voit bien. Regardez. Voilà. Il sera le premier. Pourquoi? Parce que ma liste, elle est là. Ma liste, elle est là. C'est ça, avec ça, c'est-à-dire suivi de ça et ça, suivi de ça et ça. Et donc, le premier, il sera à part. Et donc, tout dépend de l'exercice. Quand j'ai un exercice où le premier doit être, le dernier doit être à part, c'est comme ça. Si j'ai un exercice où le premier doit être à part, et quand je dis à part, c'est du point de vue routine sémantique correspondante, je dois faire l'inverse. Maintenant, dans cet exercice, ça sera exactement le même traitement. Que ce soit le premier tuple ou un tuple intermédiaire ou le dernier tuple, c'est exactement le même traitement. Du coup, j'ai le choix. Donc, pour cet exercice, vous pouvez faire cette grammaire ou vous pouvez inverser. Vous faites liste, me donne liste, point, virgule, condition, expression, slash, condition, expression. C'est exactement la même chose parce que je n'ai pas besoin d'un traitement particulier pour le premier tuple ou pour le dernier. Tous les tuples seront suivis de la même routine. C'est une routine qui consistera à faire un travail, quel que soit le niveau de ce tuple. D'accord? Donc, pour cet exercice, on a le choix. Une autre remarque, c'est que quand on vous dit, donc si vous regardez bien la question telle qu'elle a été posée dans la série d'exercices, la question, elle dit donnez le schéma de traduction sous forme de quadruplé dans le cas d'une analyse ascendante. Cela sous-entend que l'analyse syntaxique s'est faite en utilisant une des méthodes ascendantes. Dans notre cas, c'est LR ou LALR. Et donc, dans ce cas, la grammaire syntaxique, elle peut être récursive gauche ou pas. Il n'y a aucun problème. Le problème de récursivité gauche, c'est-à-dire, plutôt, je dirais que la récursivité gauche n'est pas un problème quand il s'agit d'une analyse ascendante. Par contre, si on vous avait demandé de construire un analyseur ou bien de donner le schéma de traduction dans le cas d'une analyse descendante, cela sous-entend que vous avez travaillé votre analyse syntaxique en utilisant la méthode LL1 qui exige que la grammaire soit non récursive. Dans ce cas, vous serez obligé de donner une grammaire syntaxique non récursive, sans qu'on vous le dise. Donc, quand on vous dit dans le cas de ascendant ou descendant, il faut faire attention. Une condition nécessaire pour faire un analyseur, pour utiliser un analyseur descendant, c'est la non-récursivité gauche. Donc, il ne faut pas mettre une grammaire récursive gauche. Il ne faut pas mettre une grammaire non factorisée. D'accord? Mais quand on vous dit, dans le cas d'un analyseur ascendant,
il n'y a aucun souci. Vous n'avez pas de conditions par rapport à la récursivité ou la factorisation, donc vous êtes plus à l'aise. En tout cas, dans cet exercice, donc voilà, c'était une remarque. Dans cet exercice, il n'y a aucun souci. Je n'ai pas besoin d'un traitement particulier pour le premier tuple ou le dernier tuple. Par conséquent, je peux donner cette grammaire comme je peux inverser. Les deux solutions sont correctes. Je passe maintenant à la forme intermédiaire sous forme de quadruplé. Oui. Questions? Vous avez des questions? Oui. Non? Oui. Si par exemple, Quoi, mademoiselle? si par exemple on a une analyse descendante, mais qu'on a besoin d'un Oui. traitement particulier pour le dernier tuple, comment on fait? Vu qu'on ne peut pas faire la récursivité. Non, là, il n'y a pas de problème. Le dernier, il est généré comme ça. Oui, mais dans un exemple où on doit avoir un traitement particulier pour le dernier. Oui, oui, tu as besoin d'un traitement particulier. Là, celui-là, c'est le dernier. Là, celui-là, c'est le dernier. Oui. Elle est non récursive gauche. D'accord? Donc, Ah oui, tu je travailles. voulais dire dans le premier. Voilà, j'ai compris. Tu t'es mal. Donc, si tu as besoin d'un traitement particulier pour le premier, et donc tu ne peux pas faire l'inverse. Tu ne peux pas inverser. Donc, dans ce cas, tu seras obligé de travailler avec la méthode de l'élimination de la récursivité gauche qu'on a fait sur l'analyse syntaxique, mais tu laisses à part le premier. D'accord? Donc, tu construis ta grammaire normalement pour que le premier soit à part, pour pouvoir déclencher sa routine, et après, tu fais l'élimination de la récursivité gauche. C'est tout. D'accord, merci. Voilà. Voilà. C'est-à-dire qu'on donne une priorité à l'emplacement des routines. On règle le problème de l'emplacement des routines et après, il y a toujours la grammaire équivalente non récursive gauche. Tu le règles syntaxiquement, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc maintenant, on passe. Donc, on a dit dans le cas quand on vous demande de donner le schéma de traduction, vous êtes obligé de donner d'abord la grammaire syntaxique. Juste après, vous donnez la forme intermédiaire. Quand vous regardez votre forme intermédiaire, une fois que vous l'avez faite, vous arrivez à détecter l'emplacement des routines sémantiques. À partir de là, vous avez l'emplacement. Donc, quand vous avez l'emplacement, vous avez une idée de ce qui va se faire. Donc, vous écrivez le code des routines sémantiques et en dernier lieu, vous terminez par la grammaire associée. Donc, si vous êtes dans le cas descendant, vous insérez des noms terminaux qui se dérivent en epsilon. Si vous êtes dans le cas ascendant, on l'a fait pendant le dernier cours, vous faites tout simplement un découpage. J'en avais bien discuté le découpage de manière à ce que toutes les routines sémantiques puissent se déclencher au moment où il y a des réductions. Voilà. Donc, on va appliquer ce principe. Donc, j'ai essayé de saisir le maximum en faisant très vite. Bon, mais je n'ai pas pu tout faire. Ce n'est pas grave. On essaye de comprendre ensemble. Donc là, vous voyez la forme intermédiaire de cette instruction de somme. D'abord, vous avez un premier quadruplé qui fait l'affectation du 0 à S. Bien sûr, quand vous avez une somme, vous commencez toujours par une initialisation. Donc, une affectation du 0 à S. Bon, là, je l'ai fait sans aucun contrôle parce qu'il s'agit d'une forme intermédiaire. Il me faut des quadruplés. Mais là, par exemple, j'aurai une routine sémantique. Là, on aura une routine sémantique juste après le S. On aura une routine sémantique qui va faire une recherche du S dans la table des symboles. Et après, elle va me récupérer son type. Et donc, je vais faire un lookup, d'accord? Je vais faire un lookup et en fait, je ne cherche pas l'existence. Sur certaines sections, je vous le dis dès maintenant, ceux qui vont voir un peu le corrigé de ce qui se passe, sur certaines sections, ils vont utiliser le lookup comme une fonction booléenne. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord et je le dis. Parce que logiquement, la fonction lookup,
moi, je ne la vois pas comme une fonction booléenne, comme certains le font. Parce que, comme il y a eu l'analyse lexicale, ça veut dire que l'entité, elle existe dans la table des symboles. Je n'ai pas besoin d'une fonction lookup booléenne. Moi, j'ai besoin d'une fonction lookup qui me renvoie un pointeur c'est-à-dire son emplacement dans la table des symboles. Donc, au lieu de faire lookup tout à l'heure, je vais faire P reçoit lookup. Je vais récupérer l'emplacement de l'entité dans la table des symboles. Je n'ai pas besoin de dire est-ce qu'elle existe ou pas. C'est sûr qu'elle va exister. Je suis au niveau de l'analyse sémantique. Au niveau de l'analyse sémantique, parce qu'il y a deux catégories de compilateurs. Il y a certains qui travaillent par rapport aux anciens. Moi, je préfère travailler par rapport aux nouveaux. D'accord? Donc, quand je suis au stade de l'analyse sémantique, au niveau de l'analyse sémantique, l'analyse lexicale a eu lieu. Ça veut dire que toutes les entités ont été insérées. Même les entités, même une variable qui a été utilisée sans être déclarée, elle existe dans la TS. Donc, les étudiants, j'insiste, chaque année, je le fais, je le dis. Et après, le jour où je me mets à corriger les copies, je trouve que certains étudiants travaillent avec la logique d'autres sections. C'est pour ça que j'insiste. Prenez ce qui est correct, même si vous travaillez sur la logique des autres sections, ça ne me dérange pas. Mais ce qui est moins correct, je préfère ne pas le prendre. Donc, faites un filtre, s'il vous plaît. Donc, lookup, je ne la manipule pas comme une fonction booléenne, même si théoriquement, dans certains livres, c'est dit que c'est une fonction booléenne. Du point de vue pratique, c'est une fonction qui va me renvoyer un emplacement. Donc, je vais faire P reçoit lookup. Ici, je vais avoir une routine, juste après ce S. Cette routine, les routines n'apparaissent pas dans la forme intermédiaire. Tout à l'heure, on va le voir. Ici, routine. Donc, S reçoit quelque chose. Je dois vérifier d'abord si ce S existe. Et après, quand je fais P reçoit lookup, je récupère l'emplacement de S dans la table des symboles. Et après, je vais faire si P.type égale à vide. Si P.type égale à vide, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la variable P a été utilisée sans être déclarée auparavant. Cela revient à une manipulation d'une variable sans l'avoir déclarée. C'est une erreur sémantique. Écrire, erreur sémantique, variable non déclarée. Sinon, si je trouve son type, là, c'est une autre histoire. Là, je vais le sauvegarder dans quelque part et je vais continuer à travailler. D'accord, donc je reviens. Donc là, on aura une routine sémantique. Donc, dans la forme intermédiaire, vous faites juste une initialisation. Vous avez fait une initialisation. Juste après l'initialisation, qu'est-ce qu'on a? On a les quadruplés de la condition 1. Les quadruplés de la condition 1, on va les mettre dans un temporaire. On va l'appeler temporaire condition 1. Juste après, une fois que j'ai le temporaire, je dois vérifier, est-ce que cette condition est vraie? Si cette condition est vraie, je dois continuer. Je dois générer les quadruplés de l'expression. Les étudiants, donc ça c'était un exercice d'examen aussi, d'accord? Ça, c'était un exercice d'examen. Bon, ça remonte à quand même pas mal d'années. Et les étudiants, c'était quoi? C'était quoi l'erreur qui revenait à chaque fois? Les étudiants généraient les quadruplés de la condition et ils généraient juste après les quadruplés de l'expression. Et c'est après cela qu'ils vérifiaient la condition. Non, je ne génère pas les quadruplés de l'expression si ma condition est fausse. Si ma condition est fausse, je fais directement un branchement vers la condition qui suit. Ça ne sert à rien si la condition est fausse. Pourquoi générer l'expression? Donc, initialisation de la somme à 0. Quadruplé de la condition 1. Temporaire condition 1. Branchement if 0. Si la condition 1 est fausse, je me branche vers le début de la condition 2 qui est là. Début de la condition 2. Par conséquent, si la condition 1 est not 0, si elle est vraie, je vais générer les quadruplés de l'expression 1 que je mets dans temporaire expression 1. C'est bon, j'ai le résultat. Je vais ajouter AS. Ce n'est pas la peine de faire un plus et ensuite, j'aurais pu ici faire un plus, c'est-à-dire un plus entre, je sais pas,
pouvez faire un plus dans un temporaire et ensuite vous affectez le temporaire. Ce n'est pas la peine. D'accord? Ça, c'est une optimisation. On fait directement un plus entre le S et le temporaire dans le S. Donc, bon, là, ce n'est pas dans le else. L'exercice, qu'est-ce qu'il dit? Il ne dit pas, c'est-à-dire le but n'est pas de tester toutes les conditions jusqu'à ce que je trouve une condition qui soit vraie. Non. Là, je teste condition par condition. À chaque fois, je dois vérifier si la condition est vraie, je récupère son expression, je l'ajoute à la somme. Donc ici, je dois, même si j'ai ajouté, peu importe, j'ai ajouté ou je n'ai pas ajouté, dans les deux cas, je viens vers le début de la condition 2, que je viens de là ou que je viens de là, dans les deux cas, je suis dedans. Pareil, quadruplé de condition 2, je mets le temporaire de condition 2. Ici, je le teste. Si la condition 2 est fausse, donc si c'est 0, je vais me brancher vers le début de la condition 3 qui est là. Si c'est notre 0, il va continuer. D'accord? Donc, il fait un branchement si c'est 0. Si c'est notre 0, il va continuer. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va générer le quadruplé de l'expression 2 qui va ajouter. Donc, le résultat, il est dans temporaire expression 2. Donc là, il va ajouter, il fait un plus entre le S et le temporaire de l'expression 2, le résultat dans S. Et là, il trouve le début de condition 3 pour continuer, etc., etc. Jusqu'à ce qu'on arrive à début condition N. Nous avons les quadruplés de condition N dans temporaire de condition N. Si c'est 0, ici, regardez, si c'est 0, on va se brancher vers la fin. D'accord? Là, à chaque fois, c'était si c'est 0, on se branche vers quelque chose. Là aussi, si c'est 0, on se branche vers quelque chose. Ce quelque chose, il s'appelle quoi? Il s'appelle la fin. Et là, on a les quadruplés de expression N. Et donc, quand le résultat final il est dans temporaire expression N, donc on fait une addition entre le S et temporaire N, temporaire de l'expression N, qu'on met dans le S. Et là, on retrouve fin. Donc, vous pouvez remarquer, là, on peut remarquer, donc ici, donc là, vous remarquez que ici, on faisait un branchement vers début condition 2, ici, on faisait un branchement, si c'est 0, toujours vers début condition 3, et là, si c'est 0, on fait un branchement vers fin. Bon, vous pouvez me dire oui, pour le dernier tuple n'a pas le même traitement que les autres parce que tous les autres, ils font un branchement if0 vers début condition et celui-là, il fait un branchement if0 vers fin. Je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire du point de vue, c'est-à-dire si vous regardez juste la forme, ce n'est pas la même chose. Début condition et fin, ce n'est pas la même forme. Mais regardez le fond, pas seulement la forme. Ici, si c'est 0, on va se brancher vers quoi? On va se brancher vers quelque chose qui vient après l'addition. Et là, c'est pareil. On va faire un branchement vers 0, vers quelque chose qui vient après l'addition. Et donc, du point de vue fond, que ce soit début condition ou fin, c'est exactement la même chose. D'accord? Donc, tout ça pour vous dire que dans votre grammaire syntaxique, que vous mettez à part la dernière, que vous inversez, c'est-à-dire vous donnez une grammaire récursive et vous mettez à part la première, ça n'a aucun impact. De toute manière, chaque tuple, condition, expression, sera suivi d'une routine. Voilà. Donc là, je vais vous demander, sur la base de cette forme intermédiaire, localisez-moi les localiser. Donc, vous voyez là, vous voyez le code intermédiaire. Trouvez-moi la localisation des routines sémantiques. Vous avez votre grammaire, elle est là, la grammaire syntaxique. Elle est là, votre forme intermédiaire. Où est-ce que je vais mettre les routines? La première routine, elle sera où? Allez, je vous écoute.
La première routine, elle sera où? La première routine, elle sera après S. La première routine, elle sera juste après S. Qu'est-ce qu'elle va me faire? Elle va faire la recherche de la variable S dans la TS. Et elle va récupérer son emplacement dans la TS. Elle va la trouver dans tous les cas. D'accord? Donc, il y aura une première routine qui va récupérer, c'est-à-dire le type. Le but, c'est de récupérer le type. Parce que avant d'ajouter quoi que ce soit à S, déjà pour initialiser, je ne peux pas faire l'initialisation du S sans avoir trouvé son type et tester la compatibilité. Supposons que j'ai déclaré S comme un tableau. Est-ce que je peux faire cette initialisation? Supposons que la personne a initialisé le S comme un pointeur. Est-ce que je peux affecter un 0 à un pointeur? Non. D'accord? Donc, il faut faire une recherche. Donc, la première routine, elle vient après le S. La deuxième routine, elle vient où? Elle vient où, la deuxième routine? La deuxième routine, Après cette routine. après cette routine, c'est-à-dire où exactement? Regardez votre code. Après chaque quadruplé de conditions, j'ai un BZ. Un BZ, c'est un contrôle. Ça veut dire qu'après chaque condition, regardez, après chaque condition, condition 1, BZ, condition 2, voilà. Alors, condition 1, BZ, condition 2, ici, Halik, BZ. Pareil, condition 3, BZ. Donc, on a besoin à tous les niveaux, après chaque condition, de faire un BZ. Ça veut dire qu'après chaque condition ici, que ce soit cette condition ou cette condition, on a une routine. On va l'appeler la routine 2. Regardez, après chaque expression, vous avez un plus. Chaque expression, elle est suivie d'un plus. Et nous, je vous ai dit tout à l'heure, avant de faire l'affectation, vous devez vérifier la compatibilité de type et avant de faire le plus, le moins. Donc, oui. La Il faut routine vérifier 3, si le type. comment? Juste après, pour l'addition, il faut vérifier la compatibilité du type. Voilà. Donc, avant de faire l'addition, il faut vérifier la compatibilité de type entre quoi et quoi? Entre. Vas-y. Ah, c'est ton expression. Entre le. Ton Entre expression entre le S et le temporaire. Parce que le résultat final, il est dans le temporaire. On a besoin de récupérer le type du résultat final. Donc, on doit vérifier la compatibilité de type entre le S et le temporaire. Donc, on a besoin de routine 3 après chaque expression. Que ce soit celle-là, que ce soit celle-là, toutes les expressions. Donc, ça, c'est la routine 3. Et après, d'accord? Et après, donc, quand on fait l'addition, on fait une incrémentation du QC, on récupère regardez, ce début condition 2. Et quand on récupère ce début condition 2, hein, on récupère ce début condition 2, on doit mettre à jour ce quadruplé. D'accord? Donc, là, on va... Donc, tout compte fait, on va avoir exactement l'emplacement des routines, il y aura 3 routines. D'accord? On va construire ensemble, on va faire le découpage ensemble. Donc, la grammaire syntaxique avec emplacement des routines sémantiques. Pour l'emplacement des routines sémantiques, on va construire la... Pardon, madame. Oui. Dans le cas où la condition, c'est pas le dernier tuple de la somme, c'est au début de la somme. Dans le cas où la condition est sur le dernier tuple de la somme. Condition expression. Condition. Si on fait l'inverse. Si on inverse ici au niveau de la grammaire. Oui. La condition est le premier. Donc, ce tuple, il va correspondre au premier, non pas le dernier. Oui. Donc, la même démarche. Oui.
D'accord, c'est clair. Donc, si j'inverse syntaxiquement, pour cet exercice, je peux inverser syntaxiquement. Pourquoi? Parce que je fais une analyse dans le cas ascendant. Ça veut dire que même si ma grammaire est récursive gauche, le problème ne se pose pas d'une part. Et d'autre part, je peux inverser parce que je n'ai pas besoin d'un traitement particulier pour le premier ou le dernier. Donc, je peux inverser sans aucun souci. Les mêmes routines, les routines. Je vais avoir la routine 1 après le S, je vais avoir la routine 2 après cette condition, et ici routine 3, la même chose. Je vais avoir ici routine 2 et routine 3. Puisque c'est les mêmes routines, je peux inverser sans aucun problème. Si les routines n'étaient pas la même, j'aurais réfléchi. De toute manière, d'accord, c'est du cas par cas. Il n'y a pas de formule qui marchera à tous les coups. Mais je vous ai dit, quand vous avez besoin d'un traitement particulier pour le premier, il faut faire l'inverse. Il faut inverser. Après, il faut gérer la récursivité. Maintenant, on va mettre l'emplacement ensemble. Donc, je vais mettre l'emplacement des routines. Alors, on a un emplacement de routine à ce niveau-là. OK? On a dit après le S. Et on a un emplacement de routine à ce niveau-là, après condition, emplacement de routine après expression, après condition et après expression. Voilà pour la grammaire syntaxique avec emplacement et avec emplacement des routines sémantiques. Pour la grammaire associée, alors, voilà, je compile. Donc là, on voit bien que ça sera ça la grammaire, voilà, ici. Donc j'ai besoin d'une routine à ce niveau-là. Je vais l'appeler la routine 1. Ici une routine, ici une routine. Donc la 1, la 2, la 3, la 2 et la 3. Pour le découpage, tout le monde s'est découpé. Donc on va faire un découpage dans ce sens. D'accord? Ici, je prends ça à part. De façon, mon but, c'est de faire apparaître les routines dans le cadre d'une analyse ascendante. Il faut que les routines correspondent à des réductions pour qu'elles puissent être exécutées. D'accord? On avait discuté de ça avant la sortie, avant la veille des vacances. Donc, le découpage, je découpe à ce niveau-là, je découpe à ce niveau-là, je découpe à ce niveau-là, je découpe ici et je découpe ici. D'accord? Le découpage, on a vu comment on le fait. Ça va me prendre un peu de temps pour le faire, pour faire la frappe. Donc, je vous l'enverrai par la suite. Pour la grammaire associée, je vous ai dit, c'est un simple découpage. Ici, par exemple, je peux appeler ça before S. Et donc, je dirais que instruction somme, c'est, je vais le faire pour la première et après, juste à titre de révision, d'accord? Donc, je peux appeler ça, regardez, je prends cette... Donc, je vais appeler cette partie, donc je vais l'appeler, par exemple, le début de S. D'accord? Le début de S. Et ici, le début de S va me donner un S. Voilà. Donc, on va voir, instruction somme nous donne début de S. On avait une routine à ce niveau-là. On avait S avec emplacement de la routine. Donc, je prends tout ce qui précède l'emplacement de la routine, je le tire à part et ça va être un nouveau nom terminal fictif que j'ajoute dans ma grammaire qui permet de me générer ce S. Et donc, j'aurai début S, 2 points égale somme.
crochet, liste, le point-virgule, bien sûr, pour la fin de l'instruction somme. Et j'ai pour le nom terminal fictif que j'ai ajouté, deb_s me donne S avec emplacement. On voit bien que l'emplacement de la routine, cette fois-ci, il est à la fin. Et donc, ça signifie quoi? Ça signifie que je vais déclencher au moment de la réduction du S par début S, je vais déclencher la routine. Et je continue de la même façon pour le reste. Donc, pour ne pas perdre de temps, je ferai le même principe, je l'appliquerai pour la deuxième règle, mais à plusieurs niveaux, avant de vous envoyer le corrigé. Maintenant, je passe directement vers les routines sémantiques. Donc, je commence par la routine R1. Pour la routine R1, ça veut dire que c'est la routine qui vient juste, la routine qui vient avant, donc la routine qui vient après le S plutôt, juste avant les deux points. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire tout simplement un P qui reçoit un lookup. Un lookup de quoi? Un lookup de S. Donc, on va faire une recherche sur le S. Et je récupère un pointeur P. Si le P.type égale à vide, ça veut dire que je n'ai pas trouvé, j'ai trouvé bien sûr que j'ai trouvé le S dans la table des symboles, sauf que le champ type, il est à vide. Si le champ type est vide, d'accord? Si le champ type est vide, bon, c'est pas grave, bon, je peux laisser quelqu'un pour ne pas. Donc, si le champ type est à vide, on va écrire erreur, la variable S est non déclarée. D'accord? La variable n'est pas déclarée. Sinon, dans le cas contraire, ça veut dire que j'ai trouvé la variable S. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer, d'accord? Je vais faire, par exemple, je vais utiliser une variable qui s'appelle type S. D'accord? On va l'appeler type S. Type S reçoit P.type. Je récupère le type, je le mets dans une variable, d'accord? Et après, je génère un quadruplé. Donc, je génère un quadruplé qui me fait l'initialisation. Je prends un quadruplé. Donc, je vais dire directement, tout simplement, quadruplé reçoit l'affectation du 0 dans le S. Voilà. Je n'ai pas besoin de sauvegarder quoi que ce soit au début. D'accord? Et bien sûr, ça, c'est dans le cas contraire. Dans le cas où il n'y a pas de déclaration, ce n'est pas la peine de faire l'initialisation parce que je n'irai pas plus loin. Donc, dans le cas où donc j'ai récupéré le pointeur, dans le cas, attention, je vérifie, donc si le P.type égale à vide, ça veut dire que je n'ai pas trouvé de type, je dois signaler l'erreur, la variable est non déclarée. Sinon, je récupère le type, donc j'affecte le P.type dans une certaine variable qui va s'appeler type S et j'initialise, donc le quad QC reçoit l'initialisation du 0 dans le S, et bien sûr, puisque j'ai ajouté une nouvelle ligne dans la matrice quad, donc je dois incrémenter le QC. Voilà, incrémentation du QC. Ça, c'est la routine R1. D'accord? Je passe à la routine R2. Oui? On ne fait pas un test de si le type S il est égal à un entier, vu que 0 est un entier. Tu veux vérifier si le type est un entier. Donc, on peut faire ça. Mais si le S est un réel, tu vas refuser. On peut faire une conversion, 0,0. Oui, mais ne rentre pas dans ce rôle. Donc, tu peux dire tout simplement si P.type égale à vide, alors écrire erreur, la variable est non déclarée. Sinon, tu vas vérifier. Tu peux faire un autre test à ce niveau-là. Si le P.type est différent de entier et P.type est différent de réel,
Alors, Là, oui. d'accord, puisque Oui. là, il est question de faire la somme. Si toi, dans ton compilateur, tu refuses que la somme se fasse sur autre chose que les entiers et les réels. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, si je prends certains compilateurs, par exemple en PHP, on peut faire la somme entre une chaîne et autre chose. Donc, je peux initialiser, si tu veux, la somme à une chaîne vide. C'est-à-dire une Ça somme, dépend donc du compilateur. une somme qui est vue S, qui est vue comme une chaîne de caractères, je peux l'initialiser à 0. D'accord? Maintenant, on reste dans le cadre de compilateur en général. Si tu veux aller plus loin dans tes contrôles, il n'y a aucun souci. Donc là, on commence par, on va faire ce que tu as dit, c'est une bonne idée, il n'y a aucun souci. Donc, si le p.type est à vide, je signale l'erreur, je dis que la variable S n'est pas déclarée, c'est bon, c'est tout. Maintenant, sinon, j'ai récupéré son type. Donc, je vais tout simplement faire ainsi. Vas-y, tu me dictes. Donc, si p.type est différent de entier. Voilà, donc on va dire il est différent de entier. Bon, et point type Différent de réel. est différent de réel. Donc, si c'est ni un entier ni un réel, alors Écrire. donc là, je vais dire écrire. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Type de somme incorrect. D'accord? Type incorrect pour la somme. C'est comme si tu dois faire une somme et tu l'as déclaré autre chose, comme un caractère, par exemple. Ce n'est pas admis dans la plupart des compilateurs. Type incorrect pour la somme. Sinon, tu récupères donc le type, tu le mets dans une certaine variable que tu pourras utiliser par la suite à l'aise. Pourquoi je fais cette sauvegarde de p.type dans une certaine variable? Parce que quand je vais faire appel à cond et quand je vais utiliser l'expression, là aussi, il y aura des variables. Et à chaque fois qu'il y aura des variables, il y aura un appel vers lookup. Je vais perdre ce P. Je vais perdre le P parce qu'il y aura plusieurs recherches. À chaque fois, je vais accéder. Donc, il faut que… Bon, ça dépend après, ça dépend aussi de votre programmation. Hein. Si vous n'avez pas utilisé le même P, vous ne le perdez pas. Mais si vous l'avez utilisé ailleurs, vous allez le perdre. Donc, on va tout simplement sauvegarder. C'est un type, je le sauvegarde, je le mets dans le type S. Voilà, donc je pense qu'il y a un fancy qui manque. Voilà, fancy, et fin de la première routine. On est d'accord pour ça? On passe à la deuxième routine. On a dit la routine 2, c'est une routine qui vient où? Elle est là, la deuxième routine. On a dit, elle vient après chaque… Elle est là, la deuxième routine. Elle est là. Elle vient après chaque condition. Regardez les quadruplés de la condition. Après quadruplé de chaque condition, on a un BZ. Sauf que j'ai un BZ, regardez, vers quoi? Mis à part le fait que je vais tester la compatibilité de type. Avant de vérifier si ma condition… attendez, non, il n'y a pas ici, il n'y a pas de test de compatibilité de type. La compatibilité de type, c'est plus bas, c'est au niveau de l'addition. Ici, on doit faire un BZ vers quelque chose. Et avant d'incrémenter ici, regardez, j'ai besoin de faire un BZ vers début de condition 2. Début de condition 2, c'est plus bas. Ça veut dire que je dois sauvegarder cet emplacement. Il ne faut pas le perdre, cet emplacement-là, pour qu'on puisse, dès qu'on arrive à ce niveau-là, dès qu'on fera l'addition, on va mettre à jour ça. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, on va répéter, s'il vous plaît. Donc, on va faire un BZ. Regardez, on va faire après chaque condition, que ce soit la première ou celle du milieu ou la dernière, on va faire un BZ vers le début de la condition suivante. Ça veut dire dans le cas où la condition est fausse, je me branche vers la condition qui suivra. Donc, je vais faire un BZ vers un numéro de quadruplé que je n'ai pas encore. L'histoire du if then else. Donc, je dois sauvegarder ici l'emplacement à ce niveau-là. Je dois sauvegarder ça. Et quand je ferai le plus, ici, je trouverai ça, je mettrai à jour ce. D'accord?
Donc, la routine 2, elle va générer le BZ et sauvegarder cet emplacement. Comme le then. Donc, la routine 1, qu'est-ce qu'elle fait la routine? Plutôt la routine 2, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va générer un BZ, d'accord? Vers, on va dire vers condition tout court, temporaire de condition, d'accord? Et en général, temporaire de condition, voilà. Et on doit faire un sauve BZ du QC avant d'incrémenter le QC. Je ne vais pas dire temp condition 1 ou temp condition 2, temp condition en général. On a incrémenté. Ça, c'est pour la routine 2. Maintenant, pour la routine 3. Pour la routine 3, qu'est-ce qu'on va faire? La routine 3, elle va faire un test de la compatibilité de type. Donc, si type S, donc le type que j'avais enregistré, et le type de l'expression, à tout moment, n'importe quelle expression, sont incompatibles, je vais dire tout simplement écrire incompatibilité de type. Je signale l'erreur, je dis qu'il y a une incompatibilité de type. S'il n'y a pas d'erreur, je vais faire une addition. Donc, je vais faire un plus, d'accord, entre, si vous voulez, le S et le temporaire de l'expression. Et le résultat, je le mettrai dans S. J'ai fait ça, donc j'incrémente le QC. Quand j'incrémente le QC, je reviens ici, regardez, je fais un plus. Quand j'incrémente le QC, qu'est-ce que je trouve? Qu'est-ce que je trouve après ça? Je trouve le numéro du début de la condition que je dois insérer. Donc celui-là, je dois le mettre à ce niveau-là. Donc je vais dire tout simplement voilà, sauve les aides, reçoit. J'enlève tout ça et on va compiler, générer et expliquer plus à l'aise. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? J'avais dit concernant la routine 1, donc on a un lookup de l'identificateur S. Je retourne un pointeur P. Si P.type égale à vide, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai trouvé la variable S dans la table des symboles, mais le champ type est vide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la variable S est une variable qui a été utilisée dans le programme source sans être déclarée au préalable. Je signale l'erreur, je dis que la variable S n'a pas été déclarée. Sinon, je me situe dans le cadre d'un compilateur fortement typé où toute variable doit être déclarée. Si je suis sur un compilateur tel que le PHP où rien n'est déclaré, il n'y a pas lieu de poser cette condition. C'est à vous d'adapter à la situation. Sinon, donc là, je dois juste rectifier ici, si P.type est différent de entier, d'accord, là c'est différent, je vais rectifier, je n'ai pas mis le dollar, donc si P.type est différent de entier et P.type est différent de réel, ça veut dire que ce n'est ni entier ni réel. Il faut dire qu'il y a une erreur. Je ne peux pas initialiser, je ne peux pas faire une somme sur des… Là, j'ai fait une hypothèse, votre camarade a proposé de mettre la contrainte que la somme ne peut pas se faire sur autre chose que les entiers et les réels. C'est correct, on accepte. Ce qui est correct n'est pas faux. Sinon, dans le cas contraire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le type est différent de entier. Sinon, donc si le type est différent de entier et il est différent de réel, c'est ça. La négation de ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le type égale à entier ou bien le type égale à réel. Si c'est entier ou réel, c'est bon, je récupère donc une variable type S, je récupère dedans le P.type, je mets dans la variable, dans la matrice quad, la ligne affectation du 0 à S et j'incrémente en QC. Ça, c'est pour la routine 1. Je passe à la routine 2.
D'accord? On passe à la routine 2. Ici, je rectifie. Histoire de différents. Voilà, on continue. On passe à la routine 2. Donc, la routine 2, qu'est-ce qu'elle fait? On a dit, elle vient où la routine 2? Elle vient après chaque condition. Voilà, je suis là. Qu'est-ce que je fais? Je fais un BZ vers un vide. Pourquoi un vide? Parce que je n'ai pas ça. Sur le temporaire. Voilà. Je sauvegarde l'emplacement. Donc, j'ai fait un BZ, un vide, temporaire de condition. Je sauvegarde, sauve BZ, reçoit QC et j'incrémente le QC, bien sûr, parce que je viens d'ajouter un nouveau quadruplé dans la matrice. La routine 3, qu'est-ce qu'elle fait? La routine 3, elle est là. Elle vient après chaque expression. Elle fait le plus entre le S et le temporaire de l'expression dans S. Sauf que je ne peux pas faire une addition sans avoir vérifié la compatibilité de type. C'est pour ça que je fais appel. Donc, si type S et type expression type sont incompatibles, d'accord, réellement, il y a une fonction compatible qui est une fonction booléenne. C'est une fonction à 2 paramètres. Je lui donne 2 paramètres et je dis si compatible, type S, type, si c'est égal à faux, ça veut dire si c'est faux, c'est pas compatible, je signale l'erreur. Donc, vous pouvez écrire comme ça, ou vous pouvez faire appel à la fonction compatible. Si elle vous retourne un false, vous écrivez qu'il y a un problème d'incompatibilité. Sinon, ça veut dire que je peux faire le plus. Je vais générer un quadruplé parce que QC reçoit un plus entre le S et le temp expression. Le résultat, je le mets dans S. J'incrémente le QC et je remarque que quand j'incrémente le QC, regardez votre forme intermédiaire, moi je dirais que c'est 60% du travail. Si vous ne vous trompez pas dans votre forme intermédiaire du point de vue compréhension, ce n'est pas le barème. D'accord? Donc, une fois que j'ai fait ça et je fais un plus, je trouve ce qu'il faut. Ça, je vais le mettre à ce niveau-là. D'accord? Donc, je vais tout simplement faire quad sauf BZ, virgule 2, reçoit QC. Et j'ai le fin ci de celui-là et la fin de la routine. Voilà notre exercice. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions. Je passe à l'exercice suivant. Bon, Il nous madame, restera. s'il vous Oui, plaît, madame, pour la deuxième routine, la R2 ou la R3? la R2. Oui. Madame, dans ce cas-là, est-ce qu'on va, on va sauvegarder, madame, le branchement lui-même ou est-ce qu'on Regarde. va sauvegarder Non, ici, regarde. Ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait ce BZ vers quelque chose. Ce quelque chose, on ne l'avait pas. Donc, on a fait un BZ avec deuxième champ vide. Mais après, on a besoin de mettre à jour ce champ-là. Quand on trouvera le numéro du quadruplé, on sera obligé de mettre à jour ce quadruplé. On va le mettre à jour par quoi? Par ça. Donc, il faudrait que je sache quoi mettre à jour une fois que je trouve ce numéro. C'est pour ça que je dois enregistrer ça. C'est comme le if. Le if, revenez sur le cours. Comprenez d'abord le if, then else, et après, vous allez faire autre chose. OK? D'accord, merci. Je passe à l'exercice suivant. Qu'est-ce qu'il dit l'exercice suivant? L'exercice suivant, c'est celui-là. Donc, vous avez cette fois-ci une boucle. Toujours, on vous demande le schéma de traduction sous forme de quadruplé en utilisant un analyseur ascendant toujours. Donc, c'est une boucle while particulière. Qu'est-ce qu'elle dit cette boucle? Elle dit un do, id reçoit, if condition 1, then expression 1, else expression 2, while condition 2. C'est un do while particulier avec à l'intérieur un id qui reçoit soit l'expression 1, soit l'expression 2 en fonction de la condition. C'est ça ce qu'elle dit, cette condition. C'est un do while avec une affectation conditionnelle.
c'est une affectation. ID, il va recevoir, selon que la condition 1 soit vraie ou fausse, le résultat de l'expression 1 ou bien le résultat de l'expression 2. Voilà. Donc, comment on va écrire tout ça? Première étape, c'est je dois... Donc, la première étape consiste à donner, bien sûr, la grammaire syntaxique. Dans cet exercice, regardez, la grammaire syntaxique, elle est déjà donnée par l'exercice. Donc, il n'y a rien à faire. C'est une instruction do while, do, id, reçoit, if, condition, then, expression, else, expression, while, condition. Normalement, vous ne mettez pas condition 1, expression 2, condition 2, parce que c'est le même nom terminal. Quand je dis if condition, c'est une condition. Et quand je dis if while condition, c'est une condition. C'est le même nom terminal qui signifie, qui correspond à une condition. Moi, c'est juste pour vous expliquer. C'est dans un but purement pédagogique que je mets condition 1, condition 2, pour faire la différence un peu, pour que l'étudiant puisse comprendre où est-ce qu'elle est la condition du if et où est-ce qu'elle est la condition du while. Mais toi, en principe, sur une copie d'examen, tu ne vas pas mettre condition 1, condition 2, expression 1, expression 2. Non, tout ça, c'est des expressions. Après le then, j'ai une expression. Après le else, c'est une expression. Pourquoi? Parce que c'est une instruction particulière. Je ne suis pas dans un if-then classique. C'est un if particulier. Donc là, c'est expression, expression. Voilà. Donc, on était où? On était là. Voilà. Donc, le corrigé, il est là. Donc, bon, là, je tolère si vous voulez. Je vous ai dit, c'est juste pour que les étudiants puissent comprendre. Donc, instruction do, id reçoit if, condition. En principe, c'est condition. Bon, c'est la condition 1. Then, expression 1. Else, expression 2. While, expression 2. While, condition 2. Ça, c'est côté grammaire syntaxique. Alors, avant de passer à la grammaire transformée et au routier sémantique, il faut donner le code intermédiaire. Le code intermédiaire sous forme de quadruplé, qu'est-ce qu'on a? On doit d'abord générer les quadruplés de condition 1. Et n'oubliez pas, c'est un do while. Ça veut dire que ça, c'est une instruction répétitive. Par conséquent, je dois sauvegarder le début pour que je puisse y revenir par la suite. Donc, début, c'est le numéro du premier quadruplé de condition 1. Après, le résultat final de la condition 1, il est dans un temporaire qui s'appelle temp condition 1. À partir de là, je vais tester. C'est un if classique. Donc, je fais un branchement if 0. Si la condition 1 est false, je me branche vers le else. Autrement, je vais générer les quadruplés. Vous voyez là, l'expression 1, c'est après le then. Donc, je génère les quadruplés de l'expression 1 que je mets dans temporaire. Et je fais l'affectation de ce temporaire à i. D'accord? Voilà. Ici. Une fois qu'on aura affecté le résultat du temporaire de l'expression 1 à id, bien sûr, il est hors de question de rentrer dans le else. C'est un if then else, c'est vrai, particulier, mais le if then else, il a toujours le même principe. Quand je rentre dans le then, je ne rentre pas dans le else. Par conséquent, je dois faire un BR vers test. Je saute quelque chose. Je dois sauter le else. Et donc, dans le cas où la condition 1 était fausse, je me branche vers le else. Ce else, c'est le même principe. Et il me permet de générer les quadruplés de l'expression 2. Le résultat final, il est dans temporaire expression 2. Je fais une affectation du temporaire de l'expression 2 dans id. Et là, j'arrive au test. De toute manière, que j'ai exécuté le alors, le then ou le else, dans les deux cas, voilà, que j'ai affecté à id le résultat de l'expression 1 ou bien le résultat de l'expression 2, dans les deux cas, c'est un do while. Donc, dans les deux cas, je dois générer les quadruplés de la condition 2, et le résultat, il est dans temporaire de condition 2, et je dois tester la condition.
Si la condition est note 0, je dois remonter en haut, vers début que j'ai sauvegardé à ce niveau-là. Si la condition est fausse, ça veut dire si elle est 0, bien sûr, je vais sortir, c'est-à-dire que j'irai ici, j'irai vers la suite. Je sortirai de la boucle. C'est la boucle do while, quand vous dites do while. Do while, true. Do while, la condition est vérifiée. C'est pour ça que je mets ici note 0. Donc, si la condition 2 est note 0, on va remonter, on va rester dans la boucle. C'est un do while, ce n'est pas un répété jusqu'à. D'accord? Est-ce qu'il y a des conditions, plutôt des questions sur la forme intermédiaire? Pas de questions? Tout est clair? Tout est clair? Ok. C'est bon? Oui. Ok. Donc, on était là. Donc, on a fini avec la forme intermédiaire. À partir de la forme intermédiaire, essayez de me trouver vous-même l'emplacement des routines. Je vous ai dit, je mets une routine là où il y a un contrôle, là où il y a un branchement, qui soit conditionnel ou inconditionnel, là où je dois générer un quadruplé, là où je dois sauvegarder l'emplacement d'un quadruplé, là où j'ai trouvé un emplacement que je vais utiliser pour mettre à jour un quadruplé. Tout ça nécessite des routines. Donc, la première routine, on voit bien qu'elle est là. Elle permet de sauvegarder l'emplacement de ce début. Donc, j'ai besoin d'une routine tout à fait au début de l'instruction. Autre chose, si je regarde bien mon instruction, je vois que mon instruction, elle commence par un do, id, reçoit. Je vois que j'ai ici un identificateur. Et donc, je dois faire un lookup comme tout à l'heure. Donc, je dois faire une recherche, vérifier si cette variable a été déclarée. Si elle n'a pas été déclarée, je dois signaler le problème. Si elle a été déclarée, je dois récupérer son type. D'accord? Donc, je dois récupérer son type. Pour l'instant, je récupère son type, c'est tout. Je ne dis rien. Je dis ni réel, ni pas réel. Parce que tout le monde peut recevoir tout le monde. D'accord? Donc, je récupère le type. Donc, j'ai besoin d'une première routine après ce ID. L'autre routine, elle est où? J'aurai un do, while. Hop, là, je dois revenir. Donc, ce début, il vient où? Il vient au moment, l'essentiel, c'est que ça vient avant la première condition. Ce début, il vient avant première condition. Ça veut dire que la première routine, je pourrais l'utiliser ici. Je vais la mettre n'importe où ici. Par conséquent, je vais avoir la même routine qui va me faire les deux choses. Puisque la première routine ID, elle doit être après ID. Et cette routine qui va me sauvegarder le début, elle doit se faire avant condition 1. Et moi, entre le ID et condition 1, qu'est-ce que j'ai? J'ai des séparateurs, j'ai des mots-clés. Ils ne me gênent pas. Donc, ce que je vais faire, je vais regrouper les deux travaux, je les mettrai dans la même routine. Donc, je vais avoir une seule routine à ce niveau-là que je mettrai après le ID. Elle va me faire le contrôle de ID. S'il y a un souci, elle signale le problème. S'il n'y a pas de souci, elle va sauvegarder ce début. D'accord? Donc, ça, c'est la première routine. On va voir son code. Bon, avant le code. On essaie de comprendre le principe en général. Après, on passera au code. Donc, voilà, la première routine, elle est là. Je vous ai dit ce qu'elle fait. Après, regardez, après condition 1, après temporaire de condition 1, donc après la condition, les quadruplés de la condition 1, dans le résultat final et dans le temporaire condition 1, je vais faire un BZ. Je vais faire un BZ vers un else. Le else, je ne l'ai pas encore. Donc, c'est sûr que je vais générer un BZ à vide. Un BZ avec deuxième champ vide. Que je vais mettre à jour par la suite. Une fois que je trouverai ce else, je le mettrai à jour.
Donc, je génère ce BZ. Voilà, comme d'habitude. Donc, j'ai besoin, après la condition 1, d'une routine qui va faire ce BZ. Voilà, après condition 1, j'ai cette routine qui va faire le BZ. Et après l'expression 1, j'ai une affectation du temporaire de l'expression 1 à ID. Toute affectation nécessite une vérification de compatibilité de type. Donc, après expression 1, j'ai une routine. Elle va me tester la compatibilité de type, elle va faire l'affectation s'il n'y a pas de souci, et elle va me faire un BR vers la fin. D'accord? Et elle va me faire le BR, mais elle va trouver le else. Puisqu'elle va trouver le else, elle va mettre à jour ce BZ. Donc, tout ça, ça doit se faire sur la même routine. Donc là, il y aura une routine quand même qui va faire beaucoup de choses. On commence petit à petit. Alors, la première routine, on a dit, elle est là. Regardez. Elle est là, la première routine. Elle vient juste après ce ID. OK? Donc, on peut regarder en bas. Voilà, la première routine, elle vient après ce ID. Donc, elle vient après ce ID. Elle va tester l'existence du ID, signaler le problème s'il y a problème, récupérer le type, et elle va générer ce baiser. Plutôt, elle va sauvegarder cet emplacement de début. Donc, le code, ça sera comme suit. Bon, on va laisser le découpage à la fin. Je regarde le code pour l'instant. Voilà, donc le code de la routine A. Donc, ça va être un lookup, une recherche du ID. Je récupère P, pointeur, d'accord, sur la TS, la table des symboles. Si le P.type est à vide, ça veut dire que je n'ai pas trouvé de type déclaré. Je vais dire que ID n'a pas été déclaré. Sinon, je vais récupérer le ID type. Donc, je mets le P.type dans une variable que j'appelle ID type et je vais sauvegarder le début, donc le numéro du quadruplé QC courant, dans une variable que je vais appeler sauve-début. Donc, ça, c'est la routine A, tout simplement. Est-ce qu'il y a des questions sur la routine A? Vous pouvez les appeler les routines A, B, C ou R1, R2, R3 sans aucun problème. C'est bon? On passe à la deuxième routine. La deuxième routine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient après la condition 1. Elle va générer ce BZ. Elle va sauvegarder cet emplacement. Très rapide, il n'y a rien du tout. Donc, la routine B, voilà. C'est un quad QC reçoit BZ, deuxième champ à vide, temporaire de condition. D'accord? Temporaire de condition 1. Bon, j'ai mis condition 1 pour vous, mais sinon, c'est temporaire condition. Temporaire condition. Je sauvegarde, je fais une sauvegarde du BZ, donc le QC, plutôt sauve BZ reçoit QC, donc je sauvegarde le numéro du quadruplé courant dans une variable que j'appelle sauve QC, et j'incrémente après, bien sûr. Je n'incrémente pas avant cette sauvegarde, j'incrémente après pour garder le bon numéro. Ça, c'est la deuxième routine, c'est un then, tout simplement. D'accord? Après l'expression, il y aurait une autre routine. Il y aura une autre routine, elle va s'appeler la routine C. Voilà, après l'expression 1, il y aura une routine, elle va s'appeler la routine C. Elle va vérifier la compatibilité de type, faire l'affectation, faire le branchement et mettre à jour. Avec ce else-là, mettre à jour le sauve BZ. Donc, on l'a appelé routine C. Donc, elle va faire ça. Si ID type et expression 1 type sont incompatibles, donc s'il y a incompatibilité de type entre le type de ID et le type de l'expression 1, je vais dire que les deux types sont incompatibles. Sinon, s'ils sont compatibles, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire l'affectation. On va faire l'affectation. Là, ce n'est pas une addition, ce n'est pas comme tout à l'heure, c'est un plus dans la somme. Là, c'est une affectation directe du temporaire de l'expression 1 à ID. J'ai fait l'affectation, j'incrémente le QC. On a généré un BR vers la fin, vers quelque chose. Donc, je génère le BR, je sauvegarde l'emplacement de ce BR
Parce qu'on avait ça, regardez, ici, on avait un BR vers test. Donc, on fait un BR, mais on n'a pas encore. Donc, on fait un BR vers quelque chose qui est vide. Je sauvegarde cet emplacement pour le mettre à jour par la suite, sauf BR reçoit QC. J'incrémente le QC. Et quand j'incrémente le QC, je trouve le else. Le else, je dois l'utiliser pour mettre à jour le quadruplé qui s'appelle sauf BZ. Donc, quad, sauf BZ, virgule 2, reçoit QC. Voilà, on a mis à jour tout ça. Est-ce qu'il y a des questions sur la routine C? Non? Vous n'avez pas encore révisé le cours, vous savez pas, vous n'avez pas avancé dans les révisions. C'est pour ça que vous n'avez pas de questions. Ok, c'est pas grave. En tout cas, je vous explique, je vous enverrai le corrigé. Et quand vous aurez fait votre révision, vous allez voir que ça allait mieux comprendre, quoi. Maintenant, si je regarde la suite, ici, après l'expression 2, où est-ce qu'on était ici? Après l'expression 2, pareil, on a une autre routine, c'est la routine D. Elle va faire l'affectation, mais toujours avant d'affecter, je dois faire un test. Donc la routine D, elle fait pratiquement la même chose que la routine C, donc, sauf que cette fois-ci, ça va être sur l'expression 2, pas sur l'expression 1. Donc si le type de ID et le type de l'expression 2 sont incompatibles, je dois afficher un message d'erreur incompatibilité de type. Sinon, on va affecter, on va générer quad QC reçoit ce quadruplé d'affectation du temporaire de l'expression 2 dans ID. On doit incrémenter le QC. Et regardez, quand on fait ça, cette affectation, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve test. Test, c'est quoi? Test, ce BR, il doit aller vers test, c'est-à-dire quand j'affecte le temporaire de l'expression 1 à ID ou bien le temporaire de l'expression 2 à ID, dans les deux cas, je dois faire les quadruplés de la condition 2 parce que j'ai un do while. Donc, je dois faire les quadruplés de la condition 2. C'est ça ce que j'appelle test. Donc, je l'ai trouvé, je dois le mettre à jour dans le BR ici. Donc, je vais dire tout simplement, ici, dans la routine D, quad sauf BR2, on l'avait appelé sauf BR deuxième champ reçoit QC. Voilà, je fais tout ça dans le cas où il n'y a pas de problème d'incompatibilité de type. La dernière routine, c'est ce que j'appelle la routine E. Elle me fait le travail d'un do while. Ça veut dire qu'elle me fait tout simplement un branchement vers le début. Et moi, j'avais enregistré ça dans une variable que j'ai appelée sauf début. Donc, je vais faire un BNZ vers sauf début avec temp condition 2, tout simplement, avec une incrémentation du QC. Voilà. Donc, la routine E, elle fait un BNZ vers sauf début. D'accord? Si la condition 2 est not 0, si elle est vraie, avec une incrémentation du QC. Voilà, ça c'est concernant les routines sémantiques. Voilà. Maintenant, pour ce qui est de la grammaire associée. Pour la grammaire associée, on va faire un découpage par rapport à l'emplacement des routines. On a vu qu'on a une routine ici après ID, ça c'est la A, la B après condition 1, la C après expression 1, la D après expression 2 et la E après condition 2. La E, elle est à la bonne place, je ne vais pas la toucher parce qu'elle est à la fin. Bon, enfin, à la fin, avant un point virgule ou après un point virgule, les séparateurs ne comptent pas. Donc, vous n'avez pas de problème. Là, vous pouvez mettre votre routine à ce niveau-là ou à ce niveau, il n'y a aucun souci. Donc, ici, donc on va récupérer tout ça. Donc, on va faire le découpage juste avant le while. On va appeler ça avant while. Je vous ai expliqué. Donc, tout ça, je le récupère. Je dis avant while, suivi de while, condition 2. Et après, qu'est-ce que j'ai avant while? J'ai avant else, expression 2. D'accord? Et après, j'ai avant then, expression 1. Vous voyez, celle-là, elle est là, la routine. Hein?
la routine C, elle est là et elle sera toujours là après expression 1. Après, le avant then, c'est quoi? C'est un avant if, bon, avec 2 points égale if condition 1, j'ai la routine B à ce niveau-là. Et le avant if, j'ai ici le do id avec la routine ici. Et donc là, le fait d'avoir transformé la grammaire sous cette forme-là, il y aura un déclenchement de la routine, de chaque routine sémantique au moment où il y aura la réduction, puisque là, on est en train de travailler dans le cas ascendant. Donc, il y aura un déclenchement tout simplement pour pouvoir exécuter les routines convenablement au moment de la réduction. Donc, il y a réduction avec exécution de la routine sémantique. C'est pour ça qu'on dit une analyse syntaxico-sémantique. Voilà, donc avec ça, on a terminé le programme du cours, du TD et je pense même du TP puisque vous allez faire un test le mardi prochain. Ça sera pour le mardi prochain. D'accord? Pendant la séance de TD. Puisque vous n'avez plus de TD, c'est bon, on a tout fini. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on vient de faire? Pour l'exercice 3, le découpage, c'est le même principe. Je vais l'écrire proprement et je vous l'envoie. Mais sinon, celui qui a compris ça, il saura faire toutes les grammaires associées. Est-ce qu'il y a des questions? Madame, Oui, Madame, concernant les routines, oui. Madame, si on a des vérifications, des traitements qui se succèdent, dans ce cas-là, on les a ajoutés dans une seule routine. Mais est-ce que c'est faux de les séparer? C'est pas faux. C'est Merci. pas faux. Il n'y a aucun souci. Si les deux routines se suivent et toi, tu ne t'es pas rendu compte, tu vas le problème qui va se poser, c'est que au moment du découpage, comment tu vas faire? Du point de vue code, Ah oui, c'est vrai. j'exécute du point de vue algorithmique. Tu appelles F1 dans laquelle tu fais un travail et après tu appelles F2 dans laquelle il y a un travail, ou bien tu l'appelles F3 dans laquelle il y a toutes les instructions, c'est la même chose du point de vue exécution. Maintenant, nous, on est au stade de la compilation. Donc, ça c'est correct, mais quand tu vas faire le découpage, dans le cas d'une analyse descendante, ça va être A, B, et le A et le B, les deux donnent epsilon. Il n'y a aucun souci si tu travailles en descendant. Mais si tu travailles en ascendant, tu vas faire ton découpage et donc tu vas déclencher une ou deux routines. Si tu déclenches une ou deux routines, comment tu sauras quand est-ce que tu vas déclencher une et quand est-ce que tu vas déclencher deux? Donc, en résumé, si tu travailles en descendant, il n'y a pas de souci. Si tu travailles en ascendant, évite. D'accord, merci. Mais c'est plus correct si du point de vue optimisation, si tu veux faire quelque chose d'optimisé, tu regroupes quand c'est des routines qui s'exécutent l'une après l'autre. Et entre les deux, il n'y a que des séparateurs. Il n'y a pas un nom terminal, il n'y a rien de spécial. Tu les regroupes. D'autres questions? C'est clair pour tout le monde? C'est bon? On a bien compris compilation? Non, vous n'avez rien compris. En tout cas, ce qui vous manque, vous avez tout ce qu'il faut, à part le corrigé de l'exo 3 et 4. C'est bien ça que je vous envoie tout de suite avec le délégué de compile. On fait comme ça? Très bien. Très bien. Vous recevrez le nécessaire. Si vous avez des questions, essayez de trouver vous-même les réponses, c'est mieux. Maintenant, si vous bloquez, il n'y a pas de problème. J'ai l'habitude de répondre aux questions des étudiants dans la mesure du possible. Donc, si j'ai oublié un ou deux étudiants, sachez que c'est faute de temps, pas plus. Donc, je vous souhaite une bonne révision. Travaillez sérieusement pour avoir ce qu'il faut comme note. Allez. Madame, s'il vous plaît.
Non, plus de cours. Non, il n'y a plus de cours. C'est bon. Le jeudi prochain, vous serez pris par vos révisions. Donc, j'ai tout fini à temps pour que les étudiants puissent se concentrer sur leur révision. Donc, mardi prochain, pas de TD. Vous allez faire le test de TP écrit et le jeudi, vous êtes libre. Il n'y a plus rien à faire. Très bien. Allez, bonne révision et bonne fin de journée. Merci, madame.